France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left for another life? Bonjour chers amis de Sur ma route, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine. Nous sommes à Metz cette semaine, mon invité est le juge Gilles Bertil, vous connaissez tous son nom, c'est l'un des juges d'instruction, l'un des magistrats dont le nom est connu par tous les Français. Il a instruit des très très grandes affaires criminelles, l'affaire Guy Georges, mais aussi plus connue chez nous en Lorraine, l'affaire Simone Weber, on l'appelait la diabolique de Nancy. Mon invité Gilles Bertil sort également, il faut le signaler, un livre, Faites entrer l'acquitteur. Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'il retourne les choses. On évoque souvent en France les accusés et les condamnés injustement. Et là, il revisite un certain nombre d'affaires d'acquittés injustement. Et c'est très très intéressant. Et c'est une balade dans l'univers judiciaire qui ne fonctionne pas toujours très bien. On va faire en tout cas une balade dans Metz, dans le Metz de son enfance. On ira dans le lycée où il a passé son bac à Faber. On ira faire un tour rue du juge Pierre Michel. Et puis nous irons également au Stade Saint-Symphorien parce qu'il est un fan du FC Metz. Et puis nous terminerons ici cette émission dans ce magnifique palais de justice de Metz. Nous entrerons dans une salle d'audience, une de ces salles d'audience qu'il a énormément fréquentées. Pour l'instant, je pars rejoindre mon invité, rue du juge Pierre Michel. Bonjour. Salut Vianney. Comment ça va? Ça va et toi? Gilbert, très Ça heureux. va, ouais. Très heureux. Je pensais que tu allais venir de la rue aux ours, parce que c'est une dénomination qui d'habitude m'est réservée. Tu sais, je pensais à... Tu aimes Michel Audiard? J'adore J'adore Michel Michel Audiard, oui. Et je pensais à cette phrase en préparant l'émission hier soir, cette phrase magnifique d'Audiard qui dit « La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas apparaître de temps en temps, le doute s'installe. » Oui, et on n'y croit plus, On n'y même, croit c'est pas plus. seulement un doute, on n'y croit plus. Et effectivement, c'est ça. Alors, on peut compter sur la justice pour se manifester de temps en temps, et hélas, on peut également compter sur elle pour son intermittence, donc on ne la voit pas tout le temps. Mais de temps en temps, elle est quand même globalement, la Sainte Vierge, elle apparaît quand même régulièrement. Là, est-ce qu'on peut dire quand même que finalement, la justice fonctionne pas trop mal en France? Ça pourrait être pire compte Oui. tenu de la difficulté de la tâche, puisque c'est déjà une institution éminemment humaine. Ouais. Alors la vraie question de fond, est-ce que des hommes, quelle que soit leur qualité, quels que soient les diplômes qu'ils ont passés, sont en mesure de juger d'autres hommes? La réponse théoriquement est non. Oui. Mais il en faut bien parce que c'est une institution, je dirais, par défaut. Attention, Attention. tu vas te faire écraser. Voilà. Et On ça laisse va faire passer. encore un contentieux de la voie publique supplémentaire. Donc, c'est une institution par défaut parce que ce qu'il y a d'autre que la justice des hommes, qui peut être catastrophique, notamment dans les pays totalitaires, ou qui peut être en grande difficulté comme dans notre pays parce qu'elle est insuffisamment dotée pour la mission essentielle qui est la sienne, quand il n'y a pas de justice organisée, c'est encore la justice des hommes, mais ça s'appelle la vengeance privée, la justice privée. Et c'est même plus la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui est le début du principe de proportionnalité. Ah, tu m'as crevé un œil, je vais te crever le tien. Ou tu m'as cassé les dents, je vais te casser les tiennes. Mais la vengeance, c'est encore tout autre chose. En général, tu m'as fait un petit bobo à hauteur de l'œil, je te casse toutes tes dents et je te crève les deux yeux. Voilà ce qu'est la vengeance. Donc, on n'a pas le choix. Il faut une justice, il faut qu'elle soit la moins injuste possible, mais il faut que ce soit des hommes, parce qu'on n'a pas d'autre système qui rende la justice. Parce que la justice divine, on a connu sous l'Inquisition. Oui, On peut connaître maintenant sous certaines formes de terrorisme connoté de manière religieuse. Gilbert, tu as voulu qu'on démarre cette émission ici, rue du juge Pierre Michel. Oui.
Je sais que c'est un ami de la famille Michel. Oui, Ah. je suis un ami de son frère, Bernard Michel, Mhm. que j'ai connu lorsque j'étais juge d'instruction à Nancy, donc au tout début des années 80, voire peut-être même déjà dès la fin des années 70. Je suis arrivé à Nancy en 78. Et Bernard Michel était avocat. Il est devenu après le bâtonnier de Metz. On a sympathisé et à cette époque, il y avait encore un procès à courir qui était celui de Charles Altieri qui s'était évadé de sa prison suisse et qui était l'un des assassins, c'était de la coalition du juge Michel. Michel, qui est, on le précise, qui est inhumé au cimetière de l'Est ici. Oui, à ben, Metz. c'est un Messin, son père était notaire. Une grande famille de Metz. Une grande famille de Grande Metz famille de Metz. et une famille honorable. Honorable, C'est parler un peu d'un passé, non pas qu'il n'y ait plus de gens honorables, mais enfin ça avait un véritable sens à l'époque. C'était quelqu'un, c'était une famille qui représentait quelque chose. Et on s'aperçoit de la difficulté judiciaire à travers un homme qui a été menacé, qui a été grandement lâché par son institution judiciaire. Vous savez qu'il avait eu des soucis à la fin de sa carrière, juste avant qu'il se fasse assassiner, parce qu'il avait acheté sur des frais de justice un magnétophone pour permettre à la police qui en était dépourvue d'enregistrer des conversations de trafiquants de stupéfiants. Eh bien, il y avait à l'époque un substitut à Marseille, je crois qu'il s'appelait Gilbert Azibert. Je sais, on en a reparlé dans des affaires récentes, qui s'était chargé de lui pourrir la vie en quelque sorte pendant un certain nombre de semaines. Et quand le juge Pierre Michel a été inhumé, eh bien la famille, et sa femme en premier lieu, a dit tout le monde peut venir. Je ne sais pas qu'il n'avait que des ennemis au sein du tribunal de grande instance de Marseille, mais il y avait quelqu'un qui était déclaré persona non grata pour ses obsèques. Là, c'est celui que je viens de vous citer. Alors certains sont parfois rattrapés par leur destin. D'accord. Dis-moi, j'y pense comme ça, on va, le juge Michel, la presse l'appelait, je crois, je ne sais pas, c'était le shérif ou le shérif. Alors toi, il y a eu des petits noms. La presse aime bien donner des petits noms. Oui. Toi, c'était le shérif. Ah, moi, c'était le shérif. L'emmerdeur, j'ai lu aussi. Ah oui, l'emmerdeur, ça c'était l'emmerdeur, ça je l'ai lu. Mais ça, je m'en flatte, j'étais certainement plus emmerdeur que shérif, parce qu'il faut avoir la modestie de ses ambitions. Voilà. Mon cher Gilbert, on a encore énormément de choses à se dire. Ah oui, je plains d'ores et déjà le monteur, parce qu'il ne va pas y arriver. Alors c'est sympa, parce qu'on va saluer Asdine. Voilà, salut Asdine. Gilbert, Boulevard t'arrêter ici. Poincaré, oui, parce que j'ai des grands souvenirs. D'abord, quand je venais avec mes parents ici, notamment au moment des fêtes de Noël, on venait à l'arrière. Là. Alors, le boulevard Poincaré était configuré différemment, mais ça a également été que fait la police avec des véhicules aussi bruyants. Ça a été des souvenirs et des bonheurs d'adolescents à l'époque où j'étais, je le suis encore, passionné par le Tour de France. Ah oui. Et le Tour de France arrivait boulevard Poincaré, qui n'était pas configuré comme il l'était. Et c'était en général des arrivées au sprint à Metz. Et mon idole de l'époque, du début des années 60, c'était André Darrigade. André Darrigade, et qui avait été champion du monde en 1960, je crois. Enfin, il fut un temps où ma mémoire était moins défaillante. C'était André Darrigade, et c'était l'époque où Europe 1 organisait un podium avec des chanteurs sur la place de la République. Et je me souviens, en 64, je crois, c'était Monty qui était là et qui chantait. Et les copains, Brigitte m'a dit qu'elle m'aimait. Il y avait pas Yvette Horner. Il y avait Yvette Horner qui a fait la tournée aussi d'Europe 1, oui, c'est sûr. Mais j'étais un peu moins accordéon. Jusqu'à ce que Jacques Brel le remette à la mode. Voilà, Vesoul. Vesoul, formidable. Voilà. Avec Marcel Azola. Marcel Azola, formidable. Oui. Ça me donne une occasion, c'est super que tu parles de ça, d'adresser un clin d'œil
Henri Anglade de Oui. Thionville qui est décédé la semaine Ah, ça, je dernière, ne savais il y a pas, 15 j'avais jours. pas suivi. On lui Ah adresse- oui, Henri Anglade qui a été champion de France et Exactement. qui a une fois dû finir 5e des Ouais, Tours de ouais, France. ouais. Enfin, Il a failli. Il n'a pas été loin. Il a et failli André gagner le Darrigade, Tour. une fois aussi, a été. Bon, c'était pas un passeur de montagne. Et puis après, il s'est mis au service de Jacques Anquetil. Mais enfin, ce sont des souvenirs et des moments de bonheur d'adolescent. Bah. À l'époque où on n'a pas encore trop de pression collective sur soi parce qu'on voit les choses de manière un peu, je ne veux pas dire béate, mais naïve. La belle On pense insouciance. que c'est l'insouciance. Merci de trouver les mots que je peine de plus en plus à trouver la belle eu égard à mon grand âge. Mais on va au lycée Fabien, mais on va reparler de sport parce qu'on va parler de foot. Oui. On va au stade Saint-Symphorien après. Ouais. Gilbert, est-ce que c'est la première fois que tu reviens ici? Non. Non, j'ai été invité quelquefois aux associations d'anciens, pas combattants, mais Du Faber. d'anciens élèves de Faber, notamment quand j'avais sorti mon premier livre On ne réveille pas un juge qui dort. Oui. Mais ce sont des souvenirs d'adolescent. Je suis arrivé ici en 1962 et j'en suis parti en 1968 car j'ai fini par avoir mon bac. Oui. Après avoir redoublé 2 fois Mais ma est-ce que- première. Est-ce que c'était, je suis désolé de te le dire, 68, c'est pas le bac un peu gadget, on le donnait Ah, pas, bah, comme tout à ça fait, oui. Hein. Eh bien, il y avait une pression énorme qui pesait sur nous. Parce que quand on rate un bac où il y a 30% ou 35% de ceux qui échouent à l'épreuve, lorsque vous rentrez chez vous, vous vous sentez un peu moins seul. Ouais. Alors que là, dans ces années-là, c'était plus de 85% qui ont eu ce bac. Donc, si vous aviez le malheur de rater, vous passiez vraiment, on passait vraiment pour des cons. Tu démarres ta carrière, inspecteur des impôts d'ailleurs, avant, Oui, ça c'est oui. moins, ça, avant C'était- d'être juge d'instruction. c'était mon goût de la répression absolument énorme. Non, en réalité, 1968. Donc, on va mon père va me dire, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, t'es pas bon dans les disciplines scientifiques. J'ai dit, oui, papa. Il me dit, t'as pas de disposition artistique particulière? J'ai dit, non, papa. Ah, il m'a dit, est-ce que tu veux faire professeur? Ouais, Alors, professeur ou instituteur. c'est chouette, J'ai ça. dit non, papa. Alors il m'a dit donc tu n'iras pas à la fac de lettres parce que psychosociologie animale, etc., tout ça, il n'y a pas de débouché donc, à part l'enseignement. Donc il me dit bah, tu feras droit. C'est à la portée de tout le monde, ce que je confirme, même s'il faut travailler quand même un peu. Et je suis arrivé à la fac de droit de Nancy et à l'époque, la direction générale des impôts versait des subsides à ceux qui s'engageaient à passer le concours, je fais cours, d'inspecteur des impôts. Donc j'ai eu, c'était les 30 glorieuses, j'ai eu mes études qui ont été rémunérées Ah oui. pendant cette période. Ouais, il y avait Ça m'a quelques- évité d'aller faire pion et puis d'être trop à la charge de mes parents. Ouais, ouais. Et comme c'était la rentrée 1968, on est rentré d'abord qu'au mois de novembre parce qu'il fallait faire passer les premières années dont les examens n'avaient pas pu se tenir au mois de juin Je vois. à cause des événements de mai 68. On est rentré très très tard. Et donc j'étais inspecteur élève des impôts. J'ai eu mes 4 ans de licence en droit qui ont été rémunérés par les deniers de la collectivité. Hein. Et puis après, ben, j'étais une année en 1973 à l'École nationale des impôts à Clermont-Ferrand. Ouais. Et ensuite, j'ai pris mon premier poste dans le Val d'Oise, à Argenteuil. Et après, je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie. C'était pas inintéressant, mais je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc, à l'époque, je croyais que j'étais un peu plus intelligent que je ne le suis en réalité. C'était un des rares moments de modestie que j'ai eu, ou que je n'ai pas eu, je ne sais plus ce que je disais.
Donc, j'ai passé le concours de l'ENA. Et comme on passe toujours un second concours, j'ai passé le concours de la magistrature. Ouais. J'ai eu le concours de la magistrature, mais le premier concours que j'avais passé, celui de l'ENA, j'ai été recalé. Ouais. Donc voilà à quoi tient une carrière Oui, de oui. magistrat. Alors, on va parler du livre parce que tu retournes les choses, c'est formidable, parce qu'on parle tellement de ces gens qui ont été condamnés injustement, et tu dis, il y a eu tellement aussi de gens qui ont été acquittés Oui. injustement, Oui. et à partir d'exemples, alors c'est absolument délicieux à lire, hein, ça se lit très très bien, comme un roman. Je te remercie, super Vianney. chouette, vraiment. Tu toucheras des droits d'auteur. Je te reverserai une partie de mes droits Je te d'auteur. remercie beaucoup. C'est vrai Non. que je n'ai jamais été interrogé par des journalistes qui viennent dire votre bouquin, c'est vraiment de la merde. Et je vous conseille de ne pas le lire. Mais Bah, ceux-là, je suis sans- ceux-là, on les invite pas. Oui, voilà, On c'est les ça, invite oui. pas. C'est aussi simple que ça. Non, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, alors il y a plein d'exemples, on ne va pas tous les citer, mais il y en a peut-être un. Prenons cet homme, c'est Grégory qui Ah, Louis tente Grégory, d'assi- oui, qui parce tente que d'assi- alors, pas, oui, pas Grégory. Louis Grégory, qui est un journaliste nationaliste, qui était anti-Dreyfusard, Oui. et quand le capitaine Dreyfus est finalement blanchi après simulacre de justice militaire de surcroît qui avait été développé au cours des années précédentes, eh bien, celui de Grégory, quand il sait que lors du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon, il sait que le capitaine Dreyfus, qui a été blanchi depuis 2 ans à peu près, va assister à celui qui a été un de ses sauveurs à travers ses écrits, le J'accuse. Adressé au président de la République Félix Faure par Émile Zola, dans le journal, c'était l'Aurore, je crois. hein. Ah oui, ça devait être l'horreur. Ouais. Eh bien, il va là, il n'y a pas de plan Vigipirate, hein, Ouais, bien sûr, ouais. à l'époque. Et puis, heureusement que c'est un mauvais tireur. Quand il voit le capitaine Dreyfus, eh bien, il lui tire dessus. La première balle l'atteint légèrement au bras. Et puis la deuxième, il y a le frère du capitaine Dreyfus qui va pousser le bras. Et la balle va se perdre dans la nature. Ouais. Et il est arrêté, il est amené au commissariat du 5e arrondissement, qui est le lieu de la mairie du 5e arrondissement maintenant. Vous savez, ce lieu où a été écrit l'impérissable rapport sur la francophonie par Madame Xavier Tibéri. C'est dans ces locaux-là. Ça nous a Eh bien, marqué, voilà, hein. il est amené. Et cet homme qui reconnaissait avoir tiré sur le capitaine Dreyfus, avec un avocat général qui, quand il va comparaître devant la cour d'assises, va dire on pourrait peut-être requalifier, c'était une tentative d'assassinat manifeste, on pourrait peut-être requalifier ça, correctionnaliser ça en coups et blessures volontaires. Eh bien, finalement, ça va encore dépasser toutes les espérances du parquet, donc du représentant de la société auprès de l'institution judiciaire. Il sera acquitté, comme Henriette Caillot, que vous avez cité, qui abat le directeur du Figaro dans son bureau. Et puis, mais là, il y a une explication quand même. On s'apercevra que la justice était sous influence, parce que le président de la cour d'assises était un habitué de la table ministérielle des Caillots, puisque Joseph Caillot était à l'époque le ministre de l'économie et des finances. Et des finances, oui, c'est ça. Mais quand même, il y a toutes ces affaires, quand on regarde, alors, tous ces loupés, ces dysfonctionnements, finalement. Non, Alors, ce ne sont pas des loupés, ce sont des décisions délibérées Oui, d'une justice oui. qui va faire dans l'erreur judiciaire, mais pas l'erreur parce qu'on se trompe, parce qu'on a mal estimé des charges. Ce sont des décisions qui sont prises pour complaire au pouvoir politique. Par connivence ou par intérêt. Voilà, tout C'est à ça, fait. Tout on à est fait, d'accord. oui. On est- C'est pas l'erreur, là, c'est Oui, la on est d'accord, c'est décision vrai, délibérée. C'est vrai.
Voilà. On parlait de la répression tout à l'heure, mais maintenant même les pelouses sont interdites. Ça n'a plus de sens. Oui. Interdit, bien sûr. Voilà. Tiens, allez, sur les, Alors, on va faire un truc sur les économies d'énergie ici, là. sur les interdits, les pelouses, les ça fait- interdits. je sais pas pourquoi ça fait penser à, Bancaires et non bancaires. à Georges Brassens. Ça Oui, fait penser à oui. Georges- Ah, bah Je oui, sais que tu es oui. un fan de Georges Brassens. Oui, 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 oui. Eh ben, Pour les textes. c'est pour les textes, pour la musique, et puis pour la... ça me paraît cucu de le dire comme ça, mais pour la bonté qui se dégageait de Ouais. sa personne, de son œil. Ouais. C'était quelqu'un qui était un libertaire au vrai sens du Ouais, terme, bien quoi. sûr. Hein, qui était même qui récusait toutes les institutions, même la fédération anarchiste pour laquelle il a écrit un Oui, petit ça moment, n'allait pas. ça n'allait pas. Il était libertaire et libre, et c'était quelqu'un qui aimait les autres, ça se voyait, et qui faisait la part du feu. Il n'aimait pas les juges, bien sûr, le Garogori. Il n'aimait pas les flics, ni les gendarmes. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques dizaines de gaillards se crépaient un jour le chignon. Bon, il n'aimait pas ça, mais il faisait la part du feu aussi. Dans sa chanson L'Épave, il raconte l'histoire d'un clodo qui n'a plus rien, et puis il n'y a plus de vêtements, plus rien, et c'est la prostituée qui va le dénoncer à la police. C'est le monde à l'envers. Et il dit que cette femme-là qui envoyait une douzaine des appareils reproducteurs, elle va le dénoncer pour ça. Et là, il y a le flic qui dit, et le bougre, il le couvrit avec sa pèlerine. C'est-à-dire que l'humanité, elle peut être partout, quelles que soient les évidemment. fonctions, quelles que soient les institutions. Brassens aimait bien pratiquer le contre-pied. Oui. Mais c'est ce qui fait la richesse de l'individu et de son œuvre. C'est-à-dire que c'est pas un dogmatique, c'est pas un type qui catalogue. Après, il a ses choix, mais il sait très bien que même dans la pire des institutions, il peut y avoir des gens très très bien, et même dans la meilleure, il peut y avoir les pires crétins. Ah ouais. Alors, il faut qu'on parle déjà d'une anecdote, qu'on parle de ton chien. Kurbos, c'est ça? Oui, Kurbos. Alors, il y a un lien très direct avec ce Oui, SMS. c'était un chien que j'avais récupéré au début de l'année 1984 à la SPA, et puis je ne savais pas trop encore quel nom lui donner. Et il y a eu ce fameux match retour de Coupe de l'UEFA, je crois. Non, je ne sais plus comment ça vous Coupe des villes des foires à l'époque. C'était une Coupe d'Europe. quoi, C'était une Coupe d'Europe. Ouais, Oui. c'est ça. Et le FC Metz était tombé au tirage au sort pour le deuxième ou le troisième tour contre le prestigieux Barça, qui n'était pas encore le grand Barça, mais enfin qui était déjà bien connu. Ouais. Donc j'avais été au match aller ici avec des copains. On avait perdu 4-2. C'était miraculeux qu'on n'en ait pris que 4. On avait été à la rue et je me demande même si on n'avait pas eu un penalty un petit peu généreux. Enfin bref, ça avait fait 4-2. Le Barça gagne ici 4-2. Après, on va au match retour. Les médias, comme toujours, très avisés, n'envoient personne en disant bon, on va pas. Ah ouais. Il n'y avait que l'équivalent de Radio Mirabel, enfin une radio locale, hein, on est en 84, ça fait pas longtemps qu'elles existent, qui envoie un journaliste radio là-bas. Et j'écoute depuis ma base arrière de Nancy ce match. Et le FC Metz va battre le prestigieux Barça 4-1 à Barcelone. Et le buteur patenté du FC Metz, c'était un germano-yougoslave, Tony Kurbos, Ouais, Kurbos, qui a Tony, marqué. c'est ça. Donc je cherchais un nom pour mon chien, et puis j'aime beaucoup les animaux, donc c'est pas du tout négatif. Donc j'ai appelé mon chien Tony Kurbos. Il y a un aspect de ta vie ou ta carrière qui est finalement assez peu connu. C'est que tu as été aussi comédien. Oui, c'est un bien grand mot, disant que je sais, c'est un peu l'aspect provocateur. Pour une série de Canal+, qui s'appelle Engrenage. Engrenage, oui. C'est-à-dire que ce qui me tient lieu de carrière professionnelle, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bon, j'étais connu pour avoir
quelquefois résister un peu vigoureusement à certaines attentes de ma hiérarchie, d'où ce fameux article du Monde, l'emmerdeur du palais. Donc, je n'ai pas toujours été d'une grande docilité, mais je considérais que ce n'était pas pour ça exactement que j'étais payé. Et un jour, il est arrivé, ce qui est arrivé à d'autres magistrats, ce qui arrivera encore, c'est-à-dire qu'étant pas bien vu par la hiérarchie judiciaire, j'ai été mis au placard, c'est-à-dire que on vous donne plus de dossiers. Donc, certains peuvent peut-être s'en féliciter, ceux qui ont la paresse chevillée au corps, comme ce n'était pas tout à fait mon cas. Eh bien, j'ai protesté. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'Anne Landois, qui était la scénariste des premières saisons dans le Grenage, et qui m'a dit, voilà, je participe. Ah, je ne connaissais pas du tout cette série. Et elle m'a dit, est-ce qu'on pourrait se voir? Parce que j'ai lu dans la presse, je n'avais pas laissé l'information sous le boisseau, j'ai lu dans la presse que vous étiez au placard. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? J'ai dit oui, puis petit à petit on a sympathisé, puis elle m'a demandé de devenir conseiller technique d'une émission qui restitue l'activité de la police et de la justice, en essayant de rester sérieux, en essayant d'éviter les outrances ou surtout les invraisemblances. Et donc, voilà, je suis devenu conseiller technique dans le Grenage. À un moment, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, peut-être que par ce biais-là, je pourrais, si je tournais, faire passer des messages subliminaux à ma hiérarchie. À une hiérarchie qui m'a parfois casser les pieds, oui, je cherchais le vocable utile que je pourrais utiliser après casser. Mais je vous remercie, monsieur le rédacteur en chef, de m'avoir aidé à rester dans les normes de la politesse et de la bienséance. Donc, voilà, j'ai tourné et j'ai incarné un hiérarque qui passe son temps à rendre encore plus compliqué qu'elle ne l'est déjà par nature la tâche du juge et du juge d'instruction. Et par la même occasion, je suis devenu ami avec Philippe Duclos, qui est le comédien qui, parce que ça c'est un vrai comédien, qui incarne le juge Roban. Et qu'on revoit dans d'autres séries en ce moment, sur France Télévisions. Puis il fait du théâtre. Qui est un très bon comédien. Et bien de juge d'instruction, on va en reparler, parce qu'on va parler de justice et on va évoquer quelques-unes des grandes affaires que vous avez instruites. Oui. On est ici au palais de justice de Metz. Cour d'appel. La cour d'appel. Oui, cour d'appel. Alors ici, tu étais, parce que c'est après la période de Nancy. Oui, après mes 13 ans d'instruction, je suis arrivé ici à la cour d'appel de Metz comme substitut du procureur général. Et les substituts généraux, comme on les appelle, viennent requérir dans les procès en appel et surtout ils viennent requérir chaque trimestre à la session d'assises, donc dans les procédures criminelles, un avocat général. Un avocat général. Bien sûr, on pense ici, quand on est en Lorraine, à l'affaire Simone Weber, que les journalistes ont promptement nommé la diabolique. Je crois que ça vient des journalistes. La diabolique de Nancy. La diabolique de Nancy. Les titres que donne la presse sont à géométrie variable. Bien D'ailleurs, sûr. dans mon bouquin, je parle d'une autre Weber, Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, qui a été qualifiée d'ogresse, après qui a été qualifiée victime de l'institution judiciaire au gré des décisions qui étaient rendues, et qui finalement a démontré qu'elle était parfaitement capable de récupérer son sceptre d'ogresse. Donc voilà, les qualifications diaboliques, etc., peu importe. Mais il va y avoir 75 face à face, je crois. Entre 77. Ne minimisez pas mes mérites, monsieur Vianney-Huneau, s'il vous plaît. Et c'est toi qui me vous vois là d'un coup. Mais oui, parce que j'essaye de restaurer dans une certaine distance. Non, même pas une distance, une certaine solennité compte tenu du lieu dans lequel on se trouve. Mais je préfère largement le tutoiement du Stade Saint-Symphorien. Elle est finalement, quand l'affaire, on ne peut pas la résumer, elle a duré très longtemps, etc. Finalement, quels sont les sentiments vis-à-vis de cette femme-là aujourd'hui?
des sentiments d'agacement, des sentiments de fascination, c'est quoi? L'agacement a pu intervenir à certains moments compte tenu de certaines de ses attitudes, mais enfin, aussi longtemps après, non, la justice est passée. Alors je sais qu'elle n'en est pas satisfaite, mais bon, voilà, c'est tout. Ce sont forcément des face-à-face, d'ailleurs des face-à-face déséquilibrés. Il y a toujours un déséquilibre entre l'interrogateur et celui qui est interrogé. Donc il ne peut pas y avoir des liens de cordialité. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des liens de répulsion affirmés. Là, j'évoque l'affaire du tueur en série de l'Est parisien. Les gens me demandent des fois, parfois, comment tu faisais pour l'entendre, un type qui a fait des choses aussi atroces. J'ai dit d'abord, il y a une part de jeu, il faut être relativement sympa pour inciter les gens à parler. Et là, c'était important, même s'il était confondu par son ADN dans un certain nombre d'affaires, il fallait, parce que c'est ce qu'attendent aussi les victimes, qu'il explique à minima comment il a fait, pourquoi il l'a fait, s'il était en mesure de l'expliquer. Parce que les victimes veulent savoir, et c'est parfaitement compréhensible, quels ont été les derniers moments de l'être cher qu'elles ont perdu. Donc voilà, il faut avoir quelque part plusieurs cordes à son arc lorsque vous interrogez les gens. Mais en tout cas, il ne faut pas manifester ouvertement ni une hostilité, ni une quelconque complaisance. Après, vous gardez pour vous vos sentiments intérieurs. On voit dans l'affaire Simone Weber un juge d'instruction, extrêmement tenace, qui va au bout. Évidemment, Simone Weber n'est sans doute pas contente parce que vraiment tout est fait. Mais finalement, et c'est pas moi qui l'invente, c'est Christophe Ondelat dans une émission assez remarquable, Faites entrer l'accusé, qui dit mais jamais elle ne critique le juge-t-il. Oui, c'est-à-dire que c'est alors qu'il l'a quand même. Les gardiennes de prison me disaient que quand j'allais la chercher pour la conduire sur la tombe de ses enfants et de sa mère, parce qu'il faut quand même rester un petit peu humain, alors c'était un petit peu particulier compte tenu de la longueur de l'instruction et donc de la détention provisoire. Les gardiennes de prison, quand je venais la chercher à la prison avec les fonctionnaires de police pour ses visites au cimetière, elle disait je vais voir mon chéri aujourd'hui. Donc, mon poussin, voilà, je crois. Mon poussin, oui, mais des fois elle m'appelait Paul Touvier aussi, donc c'était des appellations à géométrie variable en fonction des humeurs et de la tension qui pouvait exister. Gilbert, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. L'audience va être levée. L'audience va être levée, exactement. Ça me fait chagrin parce que c'était un chemin du temps perdu qui, lorsqu'il est reparcouru, génère toujours une nostalgie. Voilà encore un terme qu'on n'a plus le droit d'envoyer par les temps qui courent, sauf à passer. On est accusé d'être malade, hein. On est accusé d'être malade. Voilà, ou d'être un vieux con. Ça tombe bien, puisque, comme vous pouvez le constater, je suis vieux et j'ai toujours été con. Donc voilà, nous avons réussi à faire la jonction. Merci Gilbert Thill. Et salut Vianney. France Bleu Lorraine.